Bonsoir, 5 questions A, une nouvelle formule que je vais vous présenter. Premier invité, 5 questions à Harry Chalus, qui est le député maire de la commune de Bémao. Harry Chalus qui a été élu député pour la première fois lors des dernières élections législatives. Alors 5 questions, 5 réponses à Harry Chalus. Harry Chalus, d'abord, bonjour et merci d'être le premier invité de cette nouvelle formule 5 questions A. Parlez-nous de votre travail parlementaire, nous sommes à Paris. Déjà, bonjour à vous. Je profite de votre caméra, comme nous sommes toujours en janvier, pour souhaiter les meilleurs vœux à tous les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Et aussi, sachant que votre émission passe en Outre-mer, souhaiter aussi les vœux de santé, de prospérité, de succès à tous nos amis de l'Outre-mer. Le travail parlementaire, ça fait quand même 18, voire 19 mois que nous travaillons là-dessus. Je ne peux que féliciter l'équipe avec qui je travaille. Déjà mes collaborateurs, mais aussi l'équipe de CRDP, dont le président est Schwarzenberg. Une équipe d'hommes et de femmes qui ont plus d'expérience que moi, qui m'ont bien accueilli et surtout bien accompagné. Donc nous continuons à travailler dans l'intérêt comme on dit, du peuple français, mais particulièrement sur les questions qui intéressent plutôt la Guadeloupe, l'outre-mer. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie actuellement. C'est un rythme très soutenu, ce travail parlementaire? Oui et non, comme on dit, ça dépend un peu des sujets qui viennent à l'ordre du jour. Ça dépend aussi des sujets d'actualité. Mais effectivement, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est que nous avons quand même une très bonne équipe qui travaille derrière et nous pouvons répondre convenablement à ce travail, à cet engagement que nous nous sommes fixés il y a 18 mois. Alors, il y a eu pour l'outre-mer la loi de régulation économique, le maintien du dispositif de la défiscalisation, récemment les décrets sur les carburants santé. Avez-vous l'impression, Harry Chalus, que l'outre-mer a bien avancé avec le gouvernement de François Hollande? Non. Non, je dis non. Vous voyez, vous venez de parler de quand même 3 lois concernant la régulation, sur la vie chère, sur le carburant et sur la défiscalisation. Effectivement, pour la défiscalisation, nous nous sommes tous battus là-dessus, c'est vrai. Vu actuellement les difficultés que rencontre encore le gouvernement, sachant que le déficit n'est pas encore sur la bonne voie, j'ai peur que cela revienne encore sur le tapis. Mais je dis quand même qu'après 18 mois, même s'il y a eu des engagements pour l'outre-mer, quand vous vous rendez compte que si le Sénat a basculé, c'est grâce à l'outre-mer. Avec, je crois, 7 voix, il manquait 7 voix. Si Hollande sort au premier tour des élections présidentielles, c'est grâce à l'outre-mer, avec les 400 000 voix d'avance sur Sarkozy. Ça joue dans une élection présidentielle. Je pense que nous ne sommes pas assez pris en compte. Il y a des choses vraiment qu'on aurait pu vraiment nous permettre de faire pour avancer, notamment sur le chômage. Sur une question que j'ai posée au niveau du gouvernement, les jeunes, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage pour accompagner nos jeunes. Un jeune qui se trouve à Nantes peut prendre le train, venir à Paris le matin et remonter le soir. Un jeune qui est en Guadeloupe, Martinique et autres ne peuvent pas venir en métropole. Ici, c'est plus de 60 millions d'habitants. Guadeloupe, c'est 400 000. Martinique, moins de 400 000. Donc, on n'a pas les mêmes possibilités de trouver un contrat pour poursuivre nos études. L'autre chose, ce sont les adaptations que nous aurions pu avoir en Guadeloupe rapidement, soit en légiférant, soit par ordonnance, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que nous aurons pu effectivement avoir plus, parce que pour la première fois dans l'histoire de la République, l'outre-mer a pesé sur une élection. Alors, le président de la République récemment a annoncé une amélioration du financement des emplois d'avenir outre-mer. Qu'en pensez-vous? Une amélioration, vous savez, ça nous accompagne, il faut le dire, ça nous aide un peu. Même chez moi, dans ma commune, j'ai recruté une bonne cinquantaine de jeunes. Nous avons la chance quand même d'avoir mis en place une bonne administration, formé beaucoup de jeunes qui sont devenus cadres aujourd'hui, et nous savons comment aller chercher les fonds européens. Vraiment, nous consommons bien. Mais d'ici 3 ans, n'oublions pas que toutes les collectivités sont obligées de payer à 100% le salaire de ces jeunes. Si la crise n'est pas rétablie, que ferons-nous? Est-ce que ce ne sera pas une autre crise encore pour l'outre-mer? Donc, c'est le point d'interrogation que j'ai. Pour l'instant, effectivement, ça dépanne pendant 3 ans. Mais après,
C'est la question que je me pose. Vous intervenez régulièrement dans l'hémicycle de l'Assemblée. Quelles sont les principales interventions effectuées en 2013 à votre avis? Enfin, les principales. Elles sont toutes importantes. Voilà, je pense. Non, moi je pense que la question sur la formation des jeunes, pour moi, c'est peut-être la plus importante. Je suis très porté jeune. Je pense que on parle de violence, de délinquance. On oublie que le jeune qui tombe dans la violence et dans la délinquance, le plus souvent, c'est un jeune qui se sent délaissé, un jeune qui ne peut pas poursuivre ses études. Parce que beaucoup ne le savent pas. Quand une entreprise vous prend 2 semaines par mois, plus un tuteur, en fonction de votre âge, ça varie entre 900 et 1476 € à donner aux jeunes. Beaucoup d'entreprises préfèrent recruter quelqu'un à 100%, sans mettre un tuteur, pendant 1 mois, qui donne du rendement, et payer le salaire. Donc les jeunes font quoi? Ils se retrouvent à la rue. Donc pour moi, trouver une méthode, une manière pour pouvoir permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études en faisant leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Une autre question importante, c'est cette histoire encore qui revient à toucher les jeunes, les adultes et peut-être les seniors. C'est sur cette histoire de caisse générale de sécurité sociale aussi. C'est une question importante. Quand vous me dites que beaucoup d'entreprises sont obligées de déposer la clé parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs charges sociales, ça c'est important. On ne se rend pas compte de cela. Mais depuis quelques années, ce sont des centaines d'entreprises qui licencient du personnel, donc qui aggravent le chômage chez nous, dans les départements d'outre-mer. Donc, nous avons demandé au gouvernement de trouver une solution. Oui, mais vous êtes intervenu effectivement la semaine dernière. 2 fois la semaine dernière. Mais le gouvernement dit avoir proposé aux caisses qu'elles accordent des facilités de paiement. Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce qu'il ne peut pas avoir effacement des dettes sociales. Non, on n'a jamais parlé d'effacement de dettes. Même les entreprises sont conscientes là-dessus. Ce qu'ils demandent, c'est soit un moratoire, soit de renégocier encore certaines choses. Mais attendez, je prends un exemple simple. Et je pense que ceux qui veulent comprendre, comprendront. Est-ce qu'il faille que nous fassions comme la Bretagne, qu'on mette la Guadeloupe à feu et à sang, pour que le gouvernement puisse prendre des mesures? Je crois que c'est 100 millions qui a été attribué à la Bretagne sur certaines choses. Je pense que le gouvernement peut aussi accompagner la caisse sur un certain nombre d'entreprises. C'est une solution. C'est une solution, c'est une volonté d'accompagner la Guadeloupe. Donc si le gouvernement a débloqué 100 millions pour la Bretagne pour payer certaines choses, pour accompagner les entreprises, pourquoi ne pas accompagner la caisse sans effacer les dettes, mais avec, s'il le faut, un engagement de certaines entreprises? C'est une solution parmi tant d'autres. Ou permettre aussi aux entreprises, déjà, les difficultés que nous avons pour beaucoup de communes qui doivent des sous aux entreprises en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe. Mais il faut savoir que, et hier je discutais avec un ami qui a eu sa mutation en métropole, de 2200 €, cette personne passe à 1500 €. En Guadeloupe, nous payons les 40%. Les collectivités paient les 40%. Ce qui grève le budget des collectivités. Donc, c'est pas facile pour nous. Vous prenez autour de Paris, je ne parle même pas de Paris, une ville de 15-20 000 habitants, vous avez quoi au moins? Une centaine, 200 entreprises, de boutiques, de boulangeries. En Guadeloupe, nous avons des communes qui n'ont même pas une pharmacie. Comment voulez-vous qu'il y ait des recettes qui rentrent? À part peut-être les impôts, à part les dotations, la dotation globale de fonctionnement que l'État verse, eh bien, cette commune n'a pas de ressources. Donc, c'est ce qui gêne. Donc, il faudrait que l'État, si on veut peut-être continuer à aider nos entreprises, à accompagner, trouver une solution. Moi, je pense qu'il y a des énerves. Il y a des énerves pour vous cela. Pensez que même si on leur accorde des facilités, il y a des entreprises, elles sont si endettées sur ces cotisations sociales, elles seront dans l'impossibilité de les payer. Mais il y a des entreprises qui ont déposé le bilan qui ne pourront plus relever la tête. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver une solution pour ceux qui peuvent payer mais qui ont des difficultés parce que l'argent n'entre pas dans leur caisse. Henri Chalus, le dossier de la continuité territoriale. En quoi, déclaration du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, à notre micro, il semblerait que ce serait le dossier le plus difficile à résoudre. Quel est votre point de vue? Vous savez, il y a cette histoire de concurrence entre les compagnies aériennes. Bon, vous savez, c'est une volonté de l'État, du ministre de l'Outre-mer. Ça a commencé depuis tantôt par la région Guadeloupe, de pouvoir accompagner les ultramarins qui veulent entrer chez eux. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Comprenez-moi, hein, vous savez,
Il y a tellement de choses qu'on fait le calcul. Dans une réunion où j'ai participé avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, qu'on fait le calcul de ce qu'une compagnie aérienne sur un billet d'avion percevait, ça c'est fort. Hein. Les taxes, le carburant, les locations de pistes, enfin. Ça, je ne sais pas comment trouver une solution pour pouvoir régler ce problème. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faudrait qu'on puisse accompagner nos ultramarins. Surtout, je le dis, surtout quand on a un parent qui décède, quand il y a un drame familial, il faudrait qu'on puisse trouver une solution pour accompagner quelqu'un. Quand c'est une personne, c'est pas grave, mais c'est quand vous avez une famille avec, je ne sais pas qui me le disait, avec peut-être 7 personnes, 7 enfants, ça c'est un peu plus difficile. Mais je pense que... Et aussi, il faut le dire, il faut dire les choses. Hein. La région avait mis ça en place à une période, je peux vous dire, il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'aide en matière de dette sur les billets d'avion et qui voyageaient. Hein. On donnait ça à tout le monde, il fallait faire de la politique, il faut arrêter cela. Il faudrait effectivement que ce sont des familles vraiment en difficulté qui bénéficient de cette aide dans le cadre de la continuité territoriale. Donc il faudrait qu'on soit plus réglo, plus strict dessus. Je discutais avec un jeune à l'instant qui est juste à côté de moi. Je parlais des aides qu'on donne aux jeunes qui sont en études ici. Il faudrait aujourd'hui que ces aides soient contrôlées. Je prends l'exemple, un jeune qui vous dit qu'il a des difficultés pour payer son loyer, pour boire et pour manger. Et cette personne, par exemple, vous voyez que cette personne roule dans une BM en métropole, soyez sérieux. Il faudrait savoir que quand vous aidez quelqu'un, vous l'aidez vraiment dans un but bien précis pour permettre à ce jeune de pouvoir poursuivre ses études, faire sa vie et par la suite aider d'autres jeunes. Donc je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un contrôle sur ces sommes parce qu'il y a un dérapage, il faut le dire, il faut qu'on soit franc. Il y a un gros dérapage à une certaine époque. Je peux dire que je connais des personnes, médecins, enseignants, avocats qui ont voyagé avec cette histoire de billets en métropole. Une toute dernière question, la loi contre le cumul des mandats a été adoptée par l'Assemblée nationale, vous avez voté contre, pourquoi? Et quelle sera votre attitude en 2017, année où la loi devrait être appliquée? Je commencerai par la fin, en vous disant que quand je me suis engagé en politique, c'était pour aider ma population, pour aider mes semblables, pour aider mes concitoyens, donc être maire de Bémao. Il est clair que je me suis lancé en politique pour cela, pour la commune de Bémao et pour la Guadeloupe. Par la suite, les choses ont évolué. Je suis devenu conseiller général, premier vice-président. Je suis devenu sénateur remplaçant. Je suis devenu député. Ça, c'est la suite d'un mandat local. Mais quelle que soit la chose, Henri Chalus restera maire de Bémao. Entre le mandat national et le mandat local, oui, vous faites un choix? Je fais un choix parce que, sachez, hein, je suis comme le capitaine dont le bateau coule. Je reste avec ma population. C'est clair. Au lieu de partir en métropole. Je ne suis pas contre vraiment le mot cumul. Je suis contre la loi qui a été votée parce que c'est un faux problème pour moi. Ce qui devait être, comment dire cela, la loi qu'on devait voter, c'est la loi contre le cumul des indemnités. C'est où il y a problème, les gens qui se battent pour les indemnités. Je peux le dire, nous avons chez nous en Guadeloupe et même dans d'autres, des gens qui sont conseillers généraux, conseillers régionaux, qui se battent pour une mairie, par exemple, et quand ils sont devenus conseillers généraux ou régional, ces personnes-là démissionnent du poste de conseiller municipal. Pourquoi? Vous voulez travailler pour votre commune, vous ne restez pas conseiller municipal, vous partez à la région, au département. Soyez sérieux, parce qu'il y a une indemnité assez importante. Et ces mêmes personnes, des fois, travaillent. Ces mêmes personnes sont vice-présidents d'autres organismes. En 2001, quand j'ai été aux élections à Bémao, j'ai pris une disponibilité à EDF. Rien ne m'empêchait de continuer à travailler à EDF à mi-temps et être chargé de relations avec les villes, les collectivités. Non, je ne peux pas gagner une indemnité pour un travail que je ne fais pas. J'ai été élu député, tout de suite j'ai démissionné du poste de vice-président du CIMEC, du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. J'avais une indemnité de 736 € que j'aurais pu garder. Car quand vous êtes parlementaire et maire, il y a un barème que vous ne devez pas dépasser. J'aurais pu les garder, je n'atteins pas le barème. J'ai démissionné tout de suite. J'ai laissé la place au remplaçant qui était avec moi, M. Eustache, qui était conseiller municipal, qui est vice-président. 700 € en 10 mois, ça fait quand même une belle somme. Ça fait 7 000 € quand même. Non, j'ai laissé. Je ne peux pas faire un travail, gagner une indemnité pour un travail que je ne fais pas. Le problème du cumul des mandats,
Vous ne pouvez pas être un maire, un homme de terrain, pour ne pas peut-être avoir un mandat national, soit sénateur. Et c'est vrai, la question se pose. Le Sénat défend l'intérêt des collectivités. Comment un maire ne peut-il ne pas être sénateur? Donc maintenant, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec une municipalité, qui vont défendre les intérêts d'une collectivité, d'une mairie. C'est inconcevable. Le député, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a une circonscription. Cette loi, pour moi, a été faite de manière à permettre à certains énarques dans des partis politiques à devenir parlementaires parce qu'ils n'arrivent pas à se faire élire. Mais avec le parti politique, ils pourront être investis. La deuxième chose, j'ai proposé, le groupe aussi que je suis, avec qui je travaille, a proposé à ce qu'il y ait un barème au niveau de la population. Si on dit qu'il faut être présent à l'Assemblée nationale, regarde, on a une délégation d'outre-mer de 63-67 élus. On n'a jamais eu de réunion avec 10 élus. Et pourtant, la moitié de ces élus vivent à Paris, même dans l'hémicycle. On n'a jamais eu 50 élus dans cette délégation d'outre-mer. Sur les projets votés sur la vie chère, sur la Corbino, jamais on a eu 50 élus. Pourquoi? Ils sont à Paris. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont changé la loi que l'Assemblée sera plus remplie. Ça, c'est faux. Ça, c'est clair. Comment voulez-vous que le parlementaire de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, puisse rester à Paris en permanence? Vous pensez que même s'il a un seul mandat, il va abandonner la Polynésie? Nous sommes d'accord à condition qu'on lui donne le logement de fonction, qu'on embauche notre femme, et là nous vivons à Paris, il n'y a aucun problème pendant la mandature. Nous sommes au moment de cette interview à Paris, là il n'y a aucun dysfonctionnement au niveau de la municipalité de Baie-Mahault, là vous êtes absent? Non, vous savez, je suis, et je pense être l'une des rares collectivités en Guadeloupe, et peut-être même plus loin, où tous mes adjoints signent tout. Nous sommes une équipe, nous sommes venus faire un travail pour la population. Je l'ai toujours dit. Si quelqu'un fait une connerie, l'équipe s'éclate, tout le monde s'éclate là. Ça ne me dérange pas. Moi, ma carrière se déroule à EDF. Je fais confiance à mes élus. Je fais confiance à mon premier adjoint qui me remplace en mon absence. Ça se passe relativement très bien depuis 13 ans. J'ai un directeur de cabinet, j'ai un cabinet qui fonctionne. Il n'y a aucun problème pour cela. On m'appelle quand il y a une difficulté, quand il y a une décision urgente à prendre. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un faux problème. D'autres l'ont fait avant moi. Hérault l'a dit lui-même, il est resté 26 ans député maire de Nantes et il siégeait dans d'autres organismes. Et nous avons notre ministre de l'Outre-mer qui était président, il était député, il avait d'autres mandats. Nous avons plusieurs personnes. Ça n'a gêné personne. La France a fonctionné pendant toutes ces années que l'Assemblée existait. Mais comme je le dis, c'est le cumul des indemnités qu'on devait arrêter. Parce que même cela, vous savez, il y a des gens, des élus qui se font par mois pour 40 000, 50 000 euros parce qu'ils siègent dans d'autres organismes. Et en plus de cela, qui sont dans des conseils d'administration, notamment d'Électricité de France, de France, des médias, et qui ont des jetons de présence. On en parlait dans notre groupe, on en parlait, on le sait très bien. Donc non, je le dis, c'est pas une histoire, ça c'est faux. Ils auraient pu mettre pour les communes de plus de 50 000 habitants ou 100 000 habitants, donner un barème. Quand aujourd'hui vous me dites que, effectivement, en Guadeloupe, des communes de actuellement, plus de 1000 habitants, ils sont obligés d'avoir la parité, je sais qu'on aura beaucoup de difficultés, on sera obligé de poser dans des patelins à certaines femmes d'être sur une liste. Si une commune de 1000 habitants, je crois que c'est 11 ou 15 élus, il faudrait trouver 7 femmes. Et ça va être difficile. Très difficile. Donc, comme je vous le dis, j'ai voté contre une loi que je trouve injuste, surtout votée par des gens qui ont très très longtemps cumulé. Et voilà. On aurait pu dire effectivement 2 mandats, donner s'il le faut une durée, 3 ans parlementaire doit faire que 2 ou 3 mandats, et arrêter d'avoir quoi que ce soit autour, ni vice-président, ni quoi que ce soit, mais non. On aurait pu même laisser le parlementaire adjoint au maire, au vice-président. Je dis non. Donc c'est malheureux de voir ça. 5 questions à toucher à sa fin, mais comme veut la formule, je vous laisse le soin d'aborder librement un sujet.
Eh bien, le sujet, c'est que déjà, de remercier un peu toutes les personnes qui, de près, en Guadeloupe ou de loin, dans l'Hexagone, depuis 12 ans et demi, nous ont fait confiance à notre équipe municipale, les amis, les parents, les inconnus qui nous ont toujours soutenus. 12 ans que nous travaillons d'arrache-pied pour la ville de Bémao et la Guadeloupe, et nous sommes vraiment fiers du travail réalisé par l'équipe municipale. Nous avons démontré vraiment qu'une équipe municipale peut travailler pendant toute une mandature et non tromper la population, comme beaucoup l'ont fait 6 mois avant les élections, des trottoirs, l'enrobé. Tous les jours, vous irez à Bémao, vous allez voir que nous sommes en chantier depuis 12 ans et la population guadeloupéenne le voit. Nous avions vraiment équipé Bémao d'écoles telles que Convenance, la Jaille, la cuisine centrale, la bibliothèque, le poste de police qui n'existait pas, le gymnase qui porte le nom de Valère Lamy, le parc Bastaro au niveau de Mondon. Toutes les sections ont des maisons de quartier équipées de cyberbases. Nous sommes la seule commune en Guadeloupe aujourd'hui à avoir des trottoirs presque dans toutes les sections, l'éclairage public. Première commune à avoir mis en place la vidéosurveillance. Les écoles sont bien entretenues. Nous accompagnons l'éducation, nous accompagnons par des associations nos enfants. Nous mettons en place, nous avons mis en place le challenge CM2, les états généraux de la jeunesse qui a été un gros succès, avec des jeunes qui ont réussi le concours de policiers, qui ont été recrutés par la ville, avec aussi des jeunes qui ont passé le BGEPS, qui sont dans des associations, le permis, 142 jeunes passent le permis à Bémao, la formation, l'accompagnement par le service social des formations. Nous accompagnons tous nos étudiants qui sont à l'étranger. Non, depuis 12 ans quand même, on a beaucoup fait à Bémao. Et aujourd'hui, nous avons attaqué le développement de notre littoral, où nous aurons, il faut le dire, une super halte plaisance, une petite marina. Je suis fier de savoir que la région Guadeloupe a acté dans ses orientations budgétaires la technopole du Mont Bernard, Audacia Technopole, qui sera un petit Silicon Valley pour la Guadeloupe, comme on dit, on travaille pour la Guadeloupe. La piste cyclable à Jarry, où chaque mardi soir, jeudi soir, 1 millier de Guadeloupéens s'y rendent. La maison, des adolescents que la ville a mis à disposition de la Guadeloupe. Le premier conseil des droits et devoirs des familles qui porte ses fruits, qui font un travail magnifique autour des familles. Donc, nous sommes vraiment fiers du travail réalisé. Les chefs d'entreprise le disent. Jarry avance. Bientôt, Bémao sera équipé du très haut débit sur tout son territoire. Nous allons encore de grands projets pour cette collectivité et nous allons continuer à travailler. Le personnel communal qui, lors des vœux, nous avons plus de 1500 personnes. Et parce que nous avons repris la carrière de ce personnel depuis notre arrivée. Certains ont dit effectivement que la masse salariale a augmenté à Bémao. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous donnons au personnel tout ce que la loi dit. Ils ont les 40%, ils ont une carrière qui se déroule convenablement. Ils vont en formation de 4 cadres en 2001. Nous sommes à plus de 116 cadres A et B à Bémao, plus des ingénieurs, des gens formés. Nous avons reçu 11 prix au niveau national en matière de recettes fiscales. Les gens parlent, il faut le dire. Nous avons élargi la base fiscale. Nous avons baissé les impôts pendant 6 fois. Et je demanderai, je le dis, à tous les Bémarossiens qui ont un doute, de prendre la feuille d'impôt, de garder le côté gauche depuis notre arrivée en 2001. Ils verront que ça a baissé et non augmenté. On n'a pas augmenté une seule fois. On a réajusté la taxe sur les ordures ménagères qui était de 1,41, la plus basse taxe de France, à 9, troisième plus basse de la Guadeloupe aujourd'hui, parce qu'avec la communauté d'agglomération imposée, il faut au fur et à mesure réajuster avec les autres communes. Donc à ce niveau-là, le service est fait. Nous allons mettre la deuxième poubelle à disposition des Bémarossiens bientôt. Aujourd'hui, je le dis, nous sommes vraiment fiers, et les Bémarossiens le disent. Nous voyons pourquoi nous payons des impôts aujourd'hui à Bémao, en espace vert, le fleurissement. Enfin, le studio d'enregistrement que nous avons proposé, que je vous avais parlé il y a des années, en présence de Paul Angevin, a été réalisé et inauguré dans l'atelier que nous avons mis à la disposition des jeunes. Et nous allons continuer à équiper Bémao. Là, bientôt, ce sera le stade. Nous voulons offrir à Bémao et à la Guadeloupe un stade digne de ce nom, avec les aides de la région, du Conseil général qui nous a déjà confirmé, de la 3F.
Et je pense que construire l'école de Calvaire, construire le parc de loisirs de Bragelonne, celui de Vonche, à Font-Richer, nous allons avoir un parc sur près de Nectar aussi. Nous allons vraiment continuer. Et ce qui est important, venant de notre équipe, nous travaillons sur tout, je le dis, tous les quartiers de Bémao. On ne regarde pas qui est pour, qui est contre. On travaille pour tous les Bémaotiens. Nous voudrions d'ici 10 ans, 5-10 ans, et je vous le dis à vous, M. Cessé, que le Guadeloupéen qui sort de la métropole et qui part en vacances en Guadeloupe se dise « Je vais en vacances à Bémao-sur-Mer ». Et je le dis pour finir, je vais aux élections en mars, c'est vrai. Et je le dis à tous mes amis. On ne peut pas ne pas aimer ma tête. Mais je ne veux pas qu'on puisse voter pour moi parce que je suis un ami, un cousin, un frère ou une connaissance. Mais si quelqu'un voit, constate que notre équipe municipale depuis 13 ans a travaillé, là, je demanderai à ces personnes de voter pour nous. Merci à vous. Harry Chalus, merci d'avoir été l'invité de cette première émission, 5 questions A. Et puis, nous vous donnons rendez-vous avec un autre invité très bientôt. Merci.